Bonjour à tous, bonjour à tous les 3. Bonjour. Hello! Salut Benoît. Alors bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée ce soir au métier de la data. Nous allons passer ensemble une petite heure au cours de laquelle nous allons essayer de dresser un panorama le plus complet des métiers de la data. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à l'issue de cette heure ensemble, vous compreniez bien les différences entre les principaux métiers de la data, mais aussi que vous sachiez si ça peut être intéressant pour vous de vous reconvertir vers l'un de ces métiers. Alors, vous êtes très nombreux ce soir, vous êtes inscrits à cette table ronde. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et en attendant, je vous propose, vous avez un petit chat à droite. Dans ce chat, vous pouvez nous indiquer d'où vous suivez cet événement. Ça nous aidera de notre côté à adapter nos propos. Et également, avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Donc, Benoît, je suis le directeur marketing de Jeddah. Et Jeddah, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une école qui permet de se reconvertir, de se former vers les métiers de la tech. Donc, on propose des formations accélérées, on appelle des bootcamps, et qui permettent en quelques mois de se former de A à Z à un nouveau métier. Alors, ce soir, on va parler des métiers de la data, auxquels on forme évidemment, mais on forme à plein d'autres métiers de la tech, les métiers de la cybersécurité, les métiers de l'intelligence artificielle, dont on va parler ce soir puisqu'ils sont assez cousins des métiers de la data. Et puis, depuis plus récemment, on forme également au métier du produit. Alors, pourquoi on organise cette table ronde ce soir? Eh bien, chaque semaine, chez Jeddah, on échange avec des dizaines de professionnels qui souhaitent se reconvertir et on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc l'idée ce soir, c'est vraiment de répondre à ces questions récurrentes pour vous permettre d'y voir plus clair avant que vous vous lanciez dans un projet de formation ou un projet de reconversion. Et notamment sur les métiers de la data, il y a 3 grandes questions qui reviennent énormément, chez les élèves potentiels avec qui on discute et auxquelles on va essayer de répondre ce soir avec, Mathieu, Antoine et Thomas. La première de ces questions, c'est: qu'est-ce qui différencie les métiers de la data et comment choisir le bon métier? La deuxième question, c'est: comment les métiers de la data ont évolué ces dernières années avec la révolution de l'IA générative, comment ils ont été impactés, comment les missions ont changé, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui ont vu le jour? Et puis la dernière question à laquelle on va essayer de répondre, c'est: est-ce que ça vaut encore le coup de se reconvertir dans la data? Et si on a envie de se lancer vers ces métiers de la data, de s'y reconvertir, comment s'y prendre? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un excellent panel d'experts ce soir pour nous aider à répondre à ces différentes questions. Vous avez tous les 3 des expériences extrêmement complémentaires et je pense que ça est également des connaissances de métiers différents dans la data. Ça va nous permettre d'avoir des discussions, je pense, très intéressantes. Donc ce que je vous propose de faire avant qu'on se lance dans le petit programme que j'ai montré juste avant, bah, c'est de vous donner la parole pour qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux. Antoine, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Eh bien, bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Jeddah. J'ai monté l'école il y a maintenant, presque 10 ans, sur justement tous les grands métiers de la tech et avant ça, en fait, moi, j'étais data scientist à San Francisco. Donc j'opérais pour différents clients, mais on va dire que notre plus gros client, c'était Microsoft et on faisait beaucoup d'analyses pour eux, de prédiction grosso modo de performance, publicitaire. Donc du coup, ça fait longtemps que je baigne un peu dans le monde de l'intelligence artificielle, qu'on appelait un peu avant machine learning. Donc justement, je pourrais vous présenter un peu, son évolution et les choses qui ont bougé, je dirais depuis 10-15 ans quoi, presque. Nickel. Mathieu, est-ce que tu veux prendre la suite? Yes, carrément. Du coup, Mathieu, diplômé, d'UTC en tant que data analyst. Mon premier poste, c'était dans l'industrie nucléaire où en gros, j'analysais des données qui sortaient des logiciels de calcul. Après 4 ans, je suis passé en freelance, pendant 2 ans et en gros, moi, je voulais vraiment avoir une vision, full stack sur, les métiers de la data et c'est pour ça que je suis passé par Jeddah, du coup, notamment pour me former sur le côté, engineering. Et au bout de ces 2 ans en freelance, du coup, je suis repassé en CDI, du coup, dans un cabinet, comptable en ligne. Donc d'abord en tant que data analyst et au bout d'1 an, j'ai pu, passer sur le poste d'analytics engineer, mais que j'aurai l'occasion de présenter, plus loin dans la présentation. Trop cool.
Toi, Et tu bah, prends la du coup, suite. c'est ton tour. Donc Thomas, moi je travaille actuellement chez SAS, donc ça va faire 6 ans que je travaille chez eux. J'ai commencé en tant que data analyst et j'ai évolué jusqu'à du coup team lead du data management et depuis une semaine, je vois que c'est très à jour votre slide, senior enterprise business analyst. Euh, donc moi j'ai fait un master en marketing digital, mais je suis passé par un BTS en com, après j'ai fait du marketing du sport, après du marketing digital avec une petite spé data. Et pour pouvoir rejoindre SAS, en fait, je me sentais pas assez armé pour le monde de la data, donc j'ai fait un bootcamp avec Jeddah en 2019, qui était du coup les essentials de la data analysis. Et tu étais parmi nos toutes premières promotions, hein, puisque Ouais, ça remonte pas mal. j'étais parmi les tout premiers. Ouais, c'était les tout débuts, qui étaient déjà pas mal, et je crois que ça a pas mal changé, mais je pense qu'on en parlera, on en parlera un peu plus tard. Tout à fait. Et donc, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet et qu'on commence par dresser un petit panorama des métiers de la data. Et donc, la première question pour toi, Antoine, c'est quels sont les grands métiers de la data? Ouais, bah, alors, en fait, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup évolué les métiers de la data depuis un peu de temps. On a toujours, en fait, le grand triptyque, on va dire, data science d'un côté, data engineer de l'autre, data analysis en troisième lieu. Alors, même si ces grands triptyques existent après à l'intérieur de chacun, en fait, les choses ont un peu évolué. Notamment, bah, du coup, avec l'arrivée de l'IA, le métier de data analyst a assez évolué. Le métier de data scientist aussi, on s'est rendu compte que faire des modèles, c'est bien, mais savoir les mettre en production, c'est mieux. Et après, bah, du coup, tout ça, ça peut se faire uniquement si on a une infrastructure data qui tient la route, quoi. Autrement dit, qu'on a bien la tuyauterie au sein de son infrastructure tech qui fait qu'on peut accueillir des modèles, qu'on peut accueillir de la donnée. Et donc, bah, du coup, on a ce domaine qui est la partie data engineering, qui est, on va dire, la troisième brique, quoi, qui fait, on va dire, toute la stack data, quoi. Ok. Alors maintenant, on va zoomer un tout petit peu plus sur ces différents métiers parce que justement, une des questions qu'on a beaucoup de la part de nos élèves, c'est potentiel, c'est qu'ils ont du mal à comprendre avant de s'intéresser et de commencer à se former à la data, vraiment quels sont ces différents métiers et ce que fait le data analyst par rapport au data scientist et au data engineer. Alors la bonne nouvelle, c'est comme vous l'avez peut-être compris dans la présentation, on a des spécialistes de chacun de ces domaines ce soir, donc on va pouvoir justement avoir des éclairages très précis. Thomas, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu en quoi consiste le métier de data analyst? Ouais, je pense que déjà le métier de data analyst, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la bonne porte d'entrée, que ça soit pour une reconversion ou pour quelqu'un qui finit ses études. C'est la bonne porte d'entrée, dans la data et qui fait le meilleur hybride entre la relation entre le business et le côté un peu plus tech. Heu, un data analyst globalement, ça sert surtout à collecter et à préparer de la donnée. Alors souvent, c'est de la donnée marketing et cetera, pour pouvoir analyser, sortir des tendances. C'est ceux qui vont principalement utiliser, du SQL, qui vont faire potentiellement un peu de Python selon les boîtes qu'on peut avoir et qui va faire du reporting, pas mal de reporting, du Power BI, voire du tableau software aussi et ça permet en fait de traduire des problèmes business en insight et pouvoir essayer d'expliquer un petit peu des tendances, qu'on pourra avoir à travers, les différents challenges que peut avoir une entreprise. Donc souvent, c'est le métier de la data qui est plus connecté au business directement et qui s'en rapproche le plus aujourd'hui. Donc c'est vraiment la porte d'entrée Exactement. vers les métiers de data et la porte d'entrée aussi pour beaucoup de gens dans la data. Euh, et alors justement, après, on a le métier phare dont on entendait énormément parler et qui a fait connaître un peu les métiers de la data, c'est le métier de data scientist. Antoine, tu peux nous expliquer en quoi il est différent et en quoi ça consiste le métier de data scientist? Ouais. Bah, alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que effectivement, ce qui a fait un peu la grande popularité du métier de data scientist, parce que c'est un peu sorti en même temps que on a parlé du terme machine learning et qu'il y avait des premiers modèles en fait d'intelligence artificielle qui commençaient à faire des trucs assez cool. Donc cette époque-là, c'était l'époque où on avait AlphaGo notamment, donc l'algorithme qui avait battu le meilleur joueur du jeu de Go, qui était un peu le dernier jeu sur lequel l'humain était meilleur que la machine, qui avait été fait par DeepMind. Et en fait, à ce moment-là, il y avait Harvard Business Review qui dit Data Scientist, the sexiest jobs of the 21st century. Donc c'est vrai que ça avait fait beaucoup monter en popularité le métier.
En fait, en quoi il consiste, si on devait le réduire aujourd'hui, enfin, ou l'expliquer de manière simplement, c'est que en intelligence artificielle, le fondamental, ça reste un modèle de statistique, aussi complexe qu'il puisse être, c'est un modèle statistique, qu'il faut construire, quoi, et qu'il faut adapter en fonction du contexte métier dans lequel on est, quoi. Donc, si on est en fonction de l'entreprise, vous allez avoir forcément différents besoins, différentes choses que vous voulez prédire, différentes choses que vous voulez comprendre, et donc l'algorithme doit s'adapter. Et donc, en fait, au global, c'est un peu ça le job de data scientist, ça va être d'essayer de comprendre la donnée qui est à disposition, essayer de comprendre justement l'algorithme qu'on veut créer, la performance qu'on veut aller chercher, pour l'optimiser au maximum pour répondre à ce besoin métier, quoi. Et ça, on va dire que c'est l'essence même du data scientist. Il a évolué un petit peu depuis, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on s'est rendu compte que certains modèles convergeaient, enfin, on convergeait toujours vers un peu les mêmes modèles qu'on optimisait après un petit peu plus en fonction du contexte métier, on va dire. Mais on s'est rendu compte que faire des modèles, c'était bien, les avoir en production, c'était mieux. Donc du coup, il y a eu un peu ce shift depuis, on va dire 5-6 ans, où data scientist est devenu un peu plus ce qu'on appelle machine learning engineer. Donc, c'était un nouveau terme qui est sorti, mais qui en fait a pour but d'expliquer le fait que, ou enfin de dire qu'un data scientist n'est plus juste que quelqu'un qui fait son modèle dans un espèce d'environnement bac à sable, mais qui doit être capable aussi de le mettre en production dans un environnement industriel, quoi, ou en tout cas d'entreprise à échelle, quoi. Ok, et ça fait justement très bien le lien avec la troisième famille de métiers de la data, qui est les métiers de l'engineering, puisque tout le but de l'engineering, c'est justement cette question de mise en prod aussi, et de disponibilité de données. Tu peux nous en parler un peu, Mathieu? Ouais, tout à fait. Du coup, effectivement, comme ça a déjà été dit, du coup, le métier d'engineering, c'est vraiment construire l'infrastructure. Sur, construire l'infrastructure, en gros, on va avoir 2 pôles de métiers et ces 2 pôles de métiers qu'on voit là. Il y a vraiment le data engineer qui va construire l'infrastructure en termes de machines, de capacité de calcul, et cetera, et cetera. Comment est-ce qu'on les héberge, chez quel cloud provider, quelle puissance on met, et cetera. Et après, ensuite, on va vraiment avoir le métier d'analytics engineer qui va aussi construire de l'infrastructure, mais là, ça va être de l'infrastructure de données, notamment pour la mettre à disposition des data scientists et des data analysts. Donc, pour donner un peu plus de détails, par exemple, sur les missions qu'on peut avoir, donc, par exemple, data engineer, c'est je sais que j'ai besoin d'un outil qui va s'appeler un Airflow, qui est un ELT, qui va permettre de transférer de la donnée d'un point A à un point B. Comment je l'héberge, comment je fais en sorte pour que mon Airflow il synchronise la nuit et que du coup, la nuit, j'ai moins de machines, enfin, j'ai plus de machines qui tournent, mais que la journée, j'en ai toujours qu'une en backup. Parce qu'il y a aussi un aspect, quand on construit une infrastructure, on veut que l'infrastructure elle soit scalable et peu coûteuse aussi. Il y a vraiment cet aspect qui va venir de plus en plus dans les métiers de la data, c'est-à-dire de réduction de coûts, comment est-ce qu'on fait pour optimiser, et cetera. Sur l'aspect analytics engineer, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous arrivez dans des boîtes, votre boîte, elle va avoir un cœur de métier et très souvent, elle va, sous-traiter, d'autres, cœurs de métier à ce qu'on appelle des SaaS. Typiquement, on peut penser à HubSpot, on peut penser à Intercom. Intercom, c'est tout ce qui est bot de messagerie. On peut penser à Ringover, ça, c'est tout ce qui va être centrale d'appel. Et en gros, il faut comprendre que, Ringover et Intercom, en soi, ils parlent pas ensemble. Les bases de données ne parlent pas ensemble. Et ça va être le métier un peu à la frontière data engineer, analytics engineer, finalement, de récupérer les données de Ringover, d'Intercom, d'HubSpot, de les centraliser dans ce qu'on va appeler un data hub. Donc après, chez AWS, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais chez GCP, c'est BigQuery, le data hub. Et donc, du coup, à l'intérieur de ce data hub-là, pardon, organiser la donnée pour construire ce qu'on va appeler des modèles qui sont réutilisables par les différents métiers, que ce soit data analyst ou data scientist. Ok, écoutez, merci beaucoup, c'est très clair. On y voit maintenant un peu plus clair sur ces différents métiers. Extrêmement intéressant aussi, hein, cette perspective qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins techniques que d'autres et donc qui peuvent, selon le profil que vous avez, constituer une meilleure porte d'entrée que d'autres vers la data. Une question, justement, on en parlait juste avant, qui revient beaucoup, c'est celle de comment est-ce que ces métiers dont on vient de parler ont évolué ces dernières années avec l'intelligence artificielle. Justement, chacun d'entre vous,
comment est-ce que vous avez vu très concrètement le quotidien dans data analyst, dans data scientist, dans data engineer changer ces dernières années et puis même ces derniers mois parce qu'en fait, ça va extrêmement rapidement. Est-ce que qui veut commencer là-dessus? Bon, Mathieu, peut-être que tu as déjà pas mal de trucs à dire, je pense, non? Bah, si tu veux, vas-y, je peux commencer. Alors après, c'est vrai que, moi, du coup, dans ma boîte, je suis plus analytics engineer, donc c'est pas moi qui vais héberger, les modèles, qu'on va avoir, enfin, les différents modèles qu'on va utiliser. De toute façon, bah, comme je vous l'ai dit, nous, notre cœur de métier, c'est de faire de la compta, donc c'est pas de faire des modèles. Donc typiquement, nous, on va sous-traiter, on va passer par un SaaS qui s'appelle Claude, du coup, que beaucoup de gens doivent connaître et donc du coup, qui lui-même va utiliser des modèles et cetera et cetera. Par contre, on peut en parler au niveau de l'évolution, effectivement, du métier d'analytics engineer parce que, alors là, c'est vraiment dans les derniers mois, je vais pas parler dans les dernières années parce que je pense qu'entre 3 ans et 1 an, il y a pas eu de grosse évolution, mais là, il y a une révolution qui est en cours, qui est, comment est-ce qu'on fait pour construire des agents IA qui arrivent à exploiter eux-mêmes de la donnée et à fournir de la donnée fiable à des end users? Hem, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a des product managers adultes qui s'occupent de différents aspects du produit, et ces PM, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont besoin de enfin, ils ont tout le temps des questions data et tu as pas nécessairement en face une équipe data, qui peut répondre à toutes les questions. Parce que, bah, voilà, tu es pas nécessairement staffé pour répondre aux questions de tout le monde. Il faudrait, si tu faisais vraiment tout à la main, il te faudrait 20, 30 DA. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le challenge, c'est réussir à construire des agents IA qui vont aller exploiter la donnée et réussir à comprendre le besoin de l'utilisateur et fournir de la donnée fiable, des graphiques, des analyses fiables, aux end users. Et donc, typiquement, moi là, les prochains projets que j'ai au sein de ma boîte, c'est typiquement au sein de DBT, donc qui est un outil qu'on utilise beaucoup en analytics engineer, construire ce qu'on va appeler des metrics et des semantic layers. Donc tout ça, c'est je rentre pas trop dans la technique, mais tout ça, c'est construit via des YAML et cetera pour expliquer ce qui est fait, comment ça doit être calculé et cetera. Par exemple, si on doit prendre un truc, très concret, qui pourra parler à beaucoup de gens, c'est, l'ARR. Donc c'est globalement le revenu récurrent que vous faites annuellement et donc du coup, ce revenu récurrent que vous faites annuellement, en fait, il va dépendre de beaucoup de petites choses selon la boîte que vous êtes. Par exemple, vous allez pas vouloir prendre ce type de pack, vous allez vouloir prendre l'annulation qu'à partir d'un certain moment et cetera et aujourd'hui, si vous lâchez une IA comme ça, juste sur votre truc sans rien lui expliquer et bah, du coup, il va être complètement perdu, il va vous consommer énormément de tokens et à la réponse à la fin, elle sera pas très fiable. Et tout l'enjeu, là, moi, que j'ai dans mon métier, c'est de réussir à construire des objets dans DBT, pour permettre à un agent IA de faire lui-même ses propres analyses, qu'elles soient fiables pour les end users. OK. Alors justement, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Antoine? Ouais, bah, complètement. Bah, après, je pense que c'est vrai que je suis assez d'accord avec Mathieu. On a vu quand même depuis 1 an, vraiment, je dirais, enfin, à peu près, une vraie révolution s'opérer. Et je trouve que d'ailleurs, elle a été vachement bien décrite par le patron de Mistral qui s'appelle Arthur Mensch, qui dit en fait, moi j'ai mes développeurs, enfin, sont plus vraiment des développeurs, c'est plus des artisans, c'est plus des managers. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que du coup, pour ceux qui nous regardent et qui ont peut-être déjà commencé à écrire du code, ou je pense même Thomas, Mathieu, vous pourrez appuyer ça, ou en tout cas apporter votre point de vue. Mais c'est vrai qu'on code beaucoup moins qu'avant. Ça veut pas dire qu'il y a moins de code, mais ça veut dire qu'on est plus effectivement passé d'écrire du code soi-même et d'avoir un peu cette culture même du code bien écrit, etc., à effectivement piloter finalement nos IA qui vont écrire le code pour nous, et où nous, on va avoir une pensée peut-être un peu plus haut niveau, dans le sens où on va gérer un ensemble de choses à créer, qui a été, je trouve, un shift assez intéressant. On le voit dans le métier de même de data scientist, hein, les modèles, on les fait plus de la même manière. On regarde un peu la façon dont ça va s'intégrer dans le grand schéma des choses. Et quand je dis le grand schéma des choses, ça va être le contexte de l'entreprise de manière générale, quoi. Euh, donc ça veut pas dire d'ailleurs que finalement on a moins besoin de nous. Je trouve que c'est assez drôle. On pourra, je pense, en parler un moment, peut-être plus dans le détail. À mon avis, tu dois peut-être avoir des questions là-dessus, Benoît. Mais ça veut dire qu'effectivement, la façon dont on fait de la tech maintenant a vachement évolué vers ce truc-là qui est, je trouve, on passe d'artisan où on fait nous-mêmes à un peu plus manager où on pilote finalement nos intelligences artificielles qui vont faire pour nous.
qui va nous permettre de faire beaucoup plus d'ailleurs. Ouais, ça, parce que effectivement, moi, en entendant Mathieu, je me dis, mais alors, qu'en est-il du métier de data analyst si Mathieu crée plein de petits agents qui, qui remplacent les data analysts? Donc, ça fait en lien un peu avec la question que je voulais vous poser. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer autour de l'IA, c'est créateur de nouvelles opportunités ou est-ce que ça détruit les emplois ou en fait, il y a un peu des deux et on est dans un grand changement de ce que les entreprises cherchent et ont besoin de Mmh. recruter? Bah, Thomas, je pense que tu seras le mieux placé là, pour répondre à ça. Alors moi, effectivement, je dirais plutôt que ça le transforme plus que ça le remplace. Enfin, du moins de mon point de vue. Peut-être que certains ont des différents, mais par exemple, c'est que effectivement, on passe beaucoup moins de temps à coder, et ce qui est pas déplaisant. Enfin, du moins pour ma part, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais on est plus effectivement à les guider, donner les enjeux, diriger en fait, et donner les guidelines que du coup l'IA, n'importe qui a pu utiliser, mais n'a pas. Donc c'est les enjeux business, c'est les contraintes, c'est les différents prismes sur lesquels on veut voir l'information. Et en fait, effectivement, ça nous fait un gain de temps sur le côté plus production de code, etc. Où effectivement, on y passera moins de temps. Après, il faut pas non plus y aller les yeux fermés. Il faut toujours quand même faut y vérifier ou avoir des agents qui vérifient ce que font d'autres agences, ça existe aussi. Mais il faut toujours avoir quand même un œil critique dessus pour vérifier ce qui est produit, pour pas juste jeter en prod ce qui a été produit automatiquement, parce que je pense que certains s'en tireraient les cheveux. Mais sinon, dans l'application, dans le métier de data analyst, il y a pas mal de changements. Par exemple, on peut voir sur des dashboards aujourd'hui, on peut avoir des utilisateurs métiers qui vont être beaucoup plus autonomes sur l'utilisation et ça va nécessiter moins d'échanges qui étaient peu valuables sur l'utilisation de certains dashboards. C'est qu'en fait, on va créer le dashboard directement et maintenant, dans la plupart des outils, on va avoir de l'IA qui est intégrée, qui permet à un directeur marketing, par exemple, de pouvoir requêter le dashboard en disant je veux voir cette tendance-là sur telle région, sous le prisme X ou Y, et ça va automatiquement générer en fait des graphiques ou différents mettre des insights en avant qui permet d'avoir une utilisation plus intelligente et plus évidente et plus facile pour les différents métiers en fait dessus. Donc je pense que ça l'aide et ça le transforme plus que ça le remplace directement. Tout dépend en fait comment on l'utilise et comment on l'exploite. Mais si c'est bien exploité, je pense que ça peut vraiment être un vrai atout pour les data analysts. En tout cas, quand je vois moi les derniers arrivants dans mes équipes d'alternants qui sont arrivés, c'est vrai que ça a quand même été game changer pour eux de pouvoir faciliter un petit peu cette partie appréhension qu'ils pouvaient avoir du code. On est passé de récupérer les sortes de dictionnaires qu'on avait chez nous en SaaS pour récupérer comment on codait, quelle était telle fonction, à chercher sur Google, à maintenant faire une requête dans ChatGPT ou autre. Donc c'est juste une évolution, je pense, sur l'usage et comment on utilise la donnée. Et justement, sur aussi créateur d'opportunités, c'est vrai que nous, ce qu'on se rend compte, par exemple, du côté de Jeddah, mais on le voit pas mal, mais c'est que, en fait, on gagne en productivité, mais quand on gagne en productivité, en fait, on fait plus de choses, on a plus de besoins qui émergent. Donc, au final, j'imagine, Mathieu, là où auparavant, tu pouvais avoir un nombre limité de data analysts qui pouvaient répondre à un nombre limité de questions, maintenant, tu as toujours des data analysts qui peuvent répondre à des questions très pointues. Et après, pour les questions plus basiques, tu peux avoir les fameux agents que tu vas créer qui vont répondre aux questions plus nombreuses des PM, qui avant peut-être faisaient moins appel à la data dans leurs analyses. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je suis complètement aligné avec, Thomas sur le fait que ça crée d'autres opportunités. Moi, ce qu'il faut voir, c'est vraiment que dans ma boîte, enfin, limite si chaque PM pouvait avoir un data analyst, ça aurait été, leur rêve. Et en fait, il se trouve que, bah, maintenant chaque PM va avoir un data analyst qui va être, son petit agent IA. Donc effectivement, tu feras moins, des dashboards où, tu crées, juste un bar chart, X en fonction de Y. Bah, ça effectivement aujourd'hui, l'IA peut te le faire automatiquement. Par contre, le jour où le PM il se dit: «Ah mais ça c'est bizarre, je veux que tu ailles inspecter» et cetera, bah, tu auras toujours besoin d'un humain derrière, pour, des fois, aller inspecter la donnée plus en profondeur, essayer de comprendre, s'adapter aux changements aussi. C'est-à-dire que tu as une boîte, elle évolue tout le temps et cetera et des fois l'IA arrive bien à faire sur, je trouve, tout ce qui est historique. C'est-à-dire, je sais pas, tu as déjà créé 15 dash, du nombre de clients en fonction du nombre de packs. Bon, bah, si tu lui redemandes, il va réussir à te refaire un truc un peu dérivé et ça devrait aller. Par contre, si tu lui dis: «Bon, bah, maintenant je veux faire, du multi-compte», c'est-à-dire qu'un client a le droit d'avoir plusieurs entreprises, là-dedans, bah, ça va être un changement majeur et là, pour le coup, l'IA va galérer au début et tu vas avoir besoin d'un humain qui lui explique comment faire, qui le guide et cetera et cetera. Donc pour moi, effectivement, c'est plus un changement d'opportunité, le data analyst d'il y a 5-10 ans et même moi, je l'ai vécu, c'est pour ça les changements, effectivement, je pense pas qu'ils datent d'il y a 3 ans, mais plus cette année, début d'année dernière.
Hem, Moi, au début, quand je suis arrivé à Dougs, je faisais beaucoup de dashboards un peu bébêtes, quoi. Genre, je faisais des bar charts, on me demandait bar chart de tel truc en fonction de tel truc, je faisais mes filtres et puis ça répondait aux besoins de l'utilisateur. En fait, ça, c'est plus beaucoup demandé. Ce qu'on demande vraiment maintenant aujourd'hui, c'est d'analyser la donnée, de la comprendre, qu'elle soit de bonne qualité et que les insights, pareil, soient de bonne qualité. Et ça, tu auras toujours besoin d'un humain, pour discuter avec, l'utilisateur parce qu'en soi, l'IA, tu lui demandes quelque chose, elle te le fait, elle te dit que: «Oui, oui, t'inquiète pas, c'est tout bon», mais potentiellement, tu as oublié des trucs ou voilà. Et effectivement, ça revient à la métaphore dont tu nous parlais, Antoine, de cette idée que tu n'es plus artisan, ce qui était quand même beaucoup ce qu'on faisait dans les métiers de la tech, et plus en fait manager, et donc au contact de ton agent que tu gères ou de tes agents que tu gères, et en même temps des autres interlocuteurs dans l'entreprise qui ont des besoins. Ouais, complètement. Et en fait, d'ailleurs, ça me fait c'est drôle de voir ça parce que, il y a eu un moment, un peu un espèce de truc où l'IA, enfin, où tout le monde avait peur que l'IA nous remplace et alors en plus c'était tellement alimenté par les entreprises américaines avec Salesforce qui te dit: «Je vais plus recruter personne», qui est, et d'autres boîtes qui carrément, se virent des data analysts, des data scientists. Et au final, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que The Economist a sorti maintenant une étude là. Ils ont appelé ça d'ailleurs le boomerang hiring aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont viré pas mal de gens dans la tech parce qu'ils se sont dit grâce à l'IA, on va pouvoir tout se faire, enfin tout faire à leur place, quoi. Et au final, ces mêmes gens qu'ils ont virés, ils les reprennent parce qu'en fait, bah, du coup, qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est exactement ce que vous avez décrit, en fait. C'est que, au final, on fait plus de choses. Il y a des missions qui ont un peu changé, qui ont évolué, mais c'est pas pour autant que la quantité de travail finalement a baissé, quoi. C'est juste qu'on essaie de faire plus. Et parfois, ça a même juste un peu shifté. C'est-à-dire que, notamment dans la tech, ce qu'on voit, c'est que, enfin, quand je parle de la tech, c'est plutôt la partie software engineer, c'est que avant, on avait plein de devs qui faisaient, qui écrivaient du code, et on avait, on va dire, la même quantité, ou voire c'était les mêmes devs qui faisaient un peu tout ce qui était QA, donc c'est-à-dire regarder un peu le code et s'assurer que tout était OK. Maintenant qu'on a un moment qu'on avait viré plein de ces devs-là, et bah, du coup, il y avait plus du tout, enfin, et qu'on faisait beaucoup de trucs par IA, il y avait besoin pourtant de faire beaucoup plus de QA qu'avant, et on n'avait pas assez de gens. Et en fait, bah, on se rend compte que du coup, c'est pour ça qu'on les a réembauchés, quoi. Donc, donc je trouve ça assez intéressant de vous écouter dans votre job respectif, de se rendre compte qu'en fait, on parle plutôt d'une évolution de la façon dont on fait les choses que vraiment une espèce de truc où on est en train de se faire écraser par la puissance productive de l'IA du jour au lendemain, quoi. Yes. Et il y a quand même aussi, vous l'avez mis en avant, je pense que c'était toi, Thomas, la question de la fiabilité aussi, puisqu'il faut toujours regarder un regard humain sur ce qui est produit, encore plus dans un métier où c'est assez critique, celui de la data, puisqu'au final, comme tu le disais, Thomas, l'idée c'est d'analyser des données pour prendre des décisions business. Si les données sont mal analysées, qu'on se base sur les mauvaises données, ou qu'on les interprète mal, ça peut avoir des conséquences assez néfastes. Et on avait vu d'ailleurs pas mal d'exemples au tout début vraiment de l'IA générative, de sociétés qui étaient allées un peu rapidement et qui au bout de 6 mois se rendaient compte lors d'encodir que les données qu'ils regardaient n'étaient pas les bonnes. Et là, ça peut être assez embêtant. Donc effectivement, ça change rapidement, mais il y a toujours besoin de data analyst, de data scientist, de data engineer. Alors justement, je vous propose qu'on passe un peu aux skills des différents métiers de la data pour mieux comprendre ce qui est attendu dans professionnel de la data et ce qu'il faut développer si on veut travailler dans la data. Déjà un peu en guise de question introductive, Antoine, alors tu formes des élèves à la data depuis, bah, je pense, une bonne dizaine d'années maintenant, puisque tu avais commencé des Product School à San Francisco, puis ensuite tu as créé Jeddah. C'est quoi le profil type de quelqu'un qui travaille dans la data? Le profil type de quelqu'un, bah, je serais le premier enfin, c'est difficile à dire parce que je suis le premier à ne pas être dans les profils typiques, on va dire. Je pense que en fait, à la fin des fins, les études, enfin le background initial importe assez peu, parce que au cours des 10 années enfin que j'ai enseigné la data, enfin d'ailleurs Thomas, je crois que tu avais fait une école de commerce au départ, je crois, donc tu vois pas, enfin c'est pas forcément besoin d'être ingénieur initialement pour pouvoir faire de la data. Je pense qu'il y a un sujet plutôt autour de la curiosité d'aller chercher, d'aller comprendre un phénomène. Ça, je dirais que c'est un peu le socle commun.
quand même. La volonté de creuser, de comprendre, d'aller chercher plus dans le détail, et pour permettre finalement d'avoir une vue d'ensemble et de vulgariser aussi les trouvailles qu'on va justement réussir à récolter. Donc je pense que c'est un peu ça qui je dirais être la soft skills commune. Après, dans les hard skills, bon, je pense que vous pourrez complémenter, messieurs aussi, mais je dirais que ça n'a pas beaucoup changé au final. Malgré le fait qu'on code moins, bah, il faut quand même comprendre du code. Donc, Python reste un truc qui est transverse, quoi. Comprendre des bases de données, parce que c'est quand même là où c'est stocké, bah, c'est toujours important aussi. Donc, faut savoir faire du SQL. Et après, il y a des variantes, je dirais, en fonction des métiers, mais peut-être que vous pourrez agrémenter, Thomas et Mathieu. Alors justement, si on va sur les variantes un peu en fonction des métiers, donc deux langages de programmation qui sont phares et qui restent nécessaires euh, maintenant, Python, SQL. Justement, si on part de la data analysis, pour toi, Thomas, c'est quoi un peu les hard skills, les compétences techniques et les soft skills requises plus particulièrement pour devenir data analyst? Alors, je rebondirais bien sur le côté curiosité que Antoine a mentionné juste avant, parce que moi, je sais que c'est un des soft skills que je cherchais le plus quand j'avais des entretiens du coup, pour les alternants qui voulaient nous rejoindre. Et ça se joue pas mal, ça se joue pas mal aux gens aussi qui sont intéressés par exemple par les escape games. Et les gens qui cherchent à solver des problèmes, à trouver des liens ou des corrélations. Et en fait, si on extrapole un petit peu le concept des escape games et la gamification qui est autour de ça, ça revient à pas mal de points de business en réalité. Hein, c'est de vouloir essayer de trouver des solutions, d'aller chercher des indices, d'aller creuser, comme on disait juste avant. Donc vraiment, la curiosité, pour moi, c'est vraiment le soft skill le plus important. Après, d'un point de vue hard skill, effectivement, c'est SQL au premier, on va dire, pour les data analysts. Python, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important et de plus en plus demandé aussi. Et après, tout ce qui va avoir aussi une connexion sur les outils BI. Donc ça peut être du Salesforce, ça peut être du Tableau, du Power BI, du Visual Analytics, tous ces outils-là. Et après, pour revenir à ce que tu disais, Antoine, on a eu cette période aussi où il y avait le no-code, low-code. On avait pas mal d'outils où tout le monde pensait qu'il y avait plus besoin d'apprendre à coder, il suffisait de cliquer sur des boutons et on faisait tourner des modèles de machine learning, des réseaux de neurones, etc. Au final, pour savoir cliquer sur quel bouton et savoir ajuster, il fallait quand même comprendre ce qui se passait derrière. Et par expérience, hein, je peux vous le dire, dans ma boîte, on a pas mal de solutions qui étaient du coup no-code et je les ai ouvertes et j'ai voulu cliquer. Je peux vous assurer que c'est rien passé. Hein, c'est que, faut comprendre ce qui marche derrière chaque bouton, comment tout le processus fonctionne derrière. Donc, il y a quand même un besoin technique sur ces sujets-là qui ne disparaîtra pas non plus avec l'IA, je pense. Donc, ouais, c'est principalement, je pense, des outils BI et après Python et SQL, du Excel, mais je pense que ça, c'est tout le monde a ses bases sur Excel. Et après, ça dépendra vachement aussi des missions, des entreprises dans lesquelles on peut aller, où il y aura des besoins qui sont plus importants sur certains outils que d'autres. Mais vu que c'est des métiers souvent qui sont en entry level, ou sur des gens qui sont en, en chiffre sur leur carrière, souvent d'une boîte à l'autre, on utilise des outils d'éditeurs différents, on est quand même pas mal accompagné là-dessus. Et justement, une question qui a souvent chez les personnes qui réfléchissent à se former en data, c'est celle des outils. Typiquement, si je me forme à un outil de BI, est-ce que je saurais utiliser un autre outil de BI? Si je me suis formé à Power BI, est-ce que je saurais utiliser Tableau assez facilement ou... Pour moi, oui. Typiquement, j'avais cette question-là qui était revenue beaucoup parce que moi, je travaille du coup chez SAS, qui est un éditeur, mais donc du coup, parce qu'on est un peu chauvin, on n'utilise que nos solutions. Donc effectivement, à un moment donné, il y a la question qui se pose, c'est OK, je pars en tunnel dans une boîte qui utilise que ces solutions, qui a son marché, mais qui globalement est pas aussi populaire, des solutions qui sont plus simples, comme par exemple du Tableau ou autre. Et je m'étais dit, est-ce que je vais pas être complètement en dehors du marché si j'utilise pas Tableau ou du Power BI? Et on se rend compte qu'il y a quand même énormément de similarités entre ces outils-là. Alors les boutons sont pas au même endroit, les couleurs seront pas les mêmes, mais faire un dashboard, ça reste à faire un dashboard. La logique est la même. Donc au final, je pense que si quelqu'un, par exemple, apprend à faire du tableau, il sera à même de pouvoir apprendre très rapidement à faire du Power BI ou du Visual Analytics. Je pense pas que ce sera un énorme challenge pour ces personnes-là. Effectivement. Et alors, il y avait autre chose que tu mentionnais qui était très intéressant, c'est le fait que il faut maîtriser une certaine théorie aussi pour pouvoir faire tourner des modèles, etc. Justement, si on passe sur les hard skills et les soft skills plus liés à la data science, Antoine, donc il y a Python, SQL, mais c'est quoi le reste des skills qu'il faut maîtriser?
Alors après, si on doit aller sur le reste des skills, en hard skills, je dirais que déjà, il y a un cloud qu'il faut connaître. Euh, Peu importe lequel. En vrai, nous, dans les programmes, on est plutôt AWS parce que ça reste un des clouds les plus complets. Enfin, c'est aussi le cloud historique, donc en termes de part de marché global, mondial, on va dire, AWS reste devant. En général aussi, quand on sait faire de la AWS, on sait faire les autres clouds, parce que c'est quand même aussi un peu le plus complexe, qui est le plus flexible aussi, mais c'est le plus complexe, quoi. Mais après, si vous maîtrisez un GCP, donc Google, Cloud Platform ou Azure, c'est très bien aussi. Je dirais que c'est dans les trois triptyques. Après, vous pouvez toujours aller chercher du OVH, du Scaleway, etc., etc., hein. Mais bon, je dirais que si vous connaissez un des trois grands clouds publics, c'est déjà très bien. Ensuite, du coup, en fait, en fait, déjà en data science, en fait, ce qu'on fait beaucoup nous, c'est qu'on fait du code Python, mais en fait, dans le code Python, il y a ce qu'on appelle des librairies. Et donc les librairies, en fait, c'est du code embarqué, on va dire, dans Python que vous importez et que vous réutilisez pour votre besoin. Et à ce moment-là, en fait, il y a tout un tas de librairies qu'il faut connaître. Je pourrais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on va dire que les grandes connues en machine learning, ça va être un scikit-learn. En deep learning, ça va être PyTorch maintenant. Après, vous avez du coup lié à AWS, par exemple, vous avez une librairie qui s'appelle Boto 3. Euh, Vous avez en dashboarding, vous avez un truc qui s'appelle Streamlit. Voilà, enfin, il y en a tout un paquet quoi que je vous conseille. Après, il y a aussi bien sûr Pandas, NumPy pour tout ce qui est justement euh, data wrangling quoi, enfin visualisation aussi. Voilà. Après, je vous conseille quand même maintenant avec toute la partie IA générative. Et aussi parce que les modèles deviennent de plus en plus gros, c'est d'aller regarder quand même autour de Hugging Face, qui est une entreprise française aussi d'ailleurs, mais qui est très très bien aussi pour justement utiliser des modèles embarqués, hostés chez eux, mais aussi d'avoir de la puissance de calcul à disposition. Enfin, ils font beaucoup de choses, et donc c'est très intéressant. C'est un espèce de cloud, mais spécifique IA, quoi, si je devais le simplifier. Euh, voilà. Et regardez aussi tout ce qui est librairie comme LangChain en IA générative, qui est quand même assez intéressante pour créer des applications d'IA, mais avec beaucoup de code, quoi. Voilà, je pense que ça peut vous être utile. Euh, voilà, pour les hard skills, c'est à peu près tout. Et alors, justement, j'en profite pour te poser une question qui revient souvent chez les professionnels qui réfléchissent à se reconvertir dans la data. Est-ce qu'il faut aimer les maths et est-ce qu'il faut être bon en maths pour faire de la data? Et est-ce que la réponse est un peu différente selon qu'on veut faire data analyst, data engineer, data scientist? Ouais. Bah alors, Mathieu et Thomas, je pense qu'il faut que vous répondiez à cette question aussi. Mais alors, c'est pareil. Je pense que non. En fait, je pense qu'il faut, enfin, c'est plutôt, est-ce qu'il faut aimer les maths? Je dirais oui. Est-ce qu'il faut être bon en maths? Je dirais non. C'est plutôt ça. C'est que, en fait, dans le sens où, pourquoi il faut aimer les maths, c'est parce que, au final, la data, ça reste des chiffres, et vous allez faire des calculs, vous allez faire, comme disait Thomas, vous allez essayer de trouver des liens, donc des corrélations. Bref, vous allez essayer de comprendre un moment, même si de manière très simple, mais vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans des lignes et des colonnes. Donc, à la fin des fins, il faut aimer les maths dans le sens où il faut aimer les chiffres, quoi. Maintenant, est-ce qu'il faut être bon en maths? C'est là où je dirais que non, pas forcément. En fait, euh, il y a des analyses qui sont déjà très simples et qui vous permettent de comprendre énormément de choses. Et en fait, déjà d'avoir un peu ce côté, je comprends un peu différentes corrélations, différents liens, et j'ai cette pensée business. Et quand je dis cette pensée business, ça veut dire cette logique un peu de qu'est-ce que veut entendre, qu'est-ce qu'il y a besoin d'un décideur de comprendre et de savoir quoi pour pouvoir prendre sa décision. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup maths spé et d'avoir fait ensuite un doctorat en mathématiques, quoi. Il n'y a pas besoin de ça du tout. Plus vous allez aller effectivement dans les métiers de data scientist, plus vous allez vouloir aller dans la complexité de construction de modèles et dans la compréhension de modèles complexes, genre de machine learning par renforcement et tout. Et effectivement, il va y avoir de la mathématique. Euh, mais c'est qu'une composante. Et d'autant plus, je dirais, dans ce monde qui est maintenant celui que nous a ouvert l'IA, quoi, où en fait beaucoup de choses sont beaucoup plus autour de l'ingénierie, de comment faire finalement de faire de la tech autour de l'IA.
Donc voilà, donc la mathématique est un voilà, comme je disais, je pense qu'il faut aimer. Est-ce qu'il faut être bon? Pas nécessairement. Ça dépend de là où vous voulez aller dans la data, quoi. Yes. Et selon les métiers de la data, vous aurez plus ou moins besoin de vous y frotter. Ouais. Et alors, Mathieu, si on passe à la famille plus du data engineering, data engineer, analytics engineer, c'est quoi les hard skills de l'engineering? Et bah, du coup, côté hard skills, alors je vais beaucoup reprendre ce qui a déjà un peu été dit, mais côté hard skills, effectivement, Python, SQL. Python, ça va beaucoup servir pour, transférer la donnée, d'un point à un point B. SQL, pour moi, c'est important de le connaître quand vous êtes analytics engineer/data engineer. Pourquoi? Parce que, comme je le disais un peu avant, pour moi, il y a une grosse problématique qui va de plus en plus arriver, qui est la problématique de coût. C'est-à-dire qu'en gros, et typiquement, ça on le voit aussi avec l'IA générative, c'est que c'est très puissant pour générer du code. Par contre, ça génère pas toujours du code optimisé et des fois, ça peut, faire des requêtes qui tournent, en boucle très longtemps et cetera, quoi. Donc pour moi, c'est très important de bien connaître SQL pour essayer de faire des requêtes, optimisées. Savoir ce que c'est du YAML aussi, ça va être très important, en analytics engineer, data engineer. Après, je rejoins complètement Antoine sur le fait que, il faut absolument connaître un cloud provider et être un peu aware de tous les services que vont proposer un cloud provider. Après, effectivement, il faut être un peu cloud agnostique, c'est-à-dire, moi, effectivement, tu vois, je connais un peu les services AWS, je connais un peu les services GCP et en fait, tu te rends compte que c'est la même chose chez les 2. Hem, Tu veux faire une fonction dans le cloud qui te fait un petit process qui se lance, tous les X temps ou qui se lance dès que tu lui fais un appel et bah, du coup, chez GCP, ça va être une cloud function, chez AWS, ça va être, une lambda. Il y a que le nom qui change. Vraiment, le fonctionnement Ouais. derrière, c'est la même chose. Tu as des bases de données qui sont proposées, tu as du stockage qui est proposé, tu as des VM, des capacités de calcul qui sont proposées. C'est juste le nom du service qui change. Mais après, effectivement, moi, je pense que c'est bien de connaître ce que c'est un cloud provider et les services qu'ils proposent à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de connaître tous les services, mais les services principaux, et tu verras qu'en fait, ces services principaux-là, tu les retrouveras dans chez n'importe quel cloud provider. Moi, effectivement, côté cloud, bah, team GCP plutôt, parce que AWS est un peu trop complexe par rapport à ce que je trouve la plus-value que ça apporte en termes, ouais. Je trouve que en gros, GCP est vraiment très, très simple. GCP, c'est beaucoup, tu fais deux trois clics et boum, ton truc, il est en place, ça part, chez AWS et Azure, j'ai toujours trouvé ça un peu plus compliqué. Je trouve qu'il y a un truc aussi à voir, c'est, alors, tu disais Scaleway et OVH, pas nécessairement obligé, mais moi je trouve qu'avec, il y a une grosse aussi, un gros truc qui arrive en ce moment dans les métiers de l'IA, c'est tout ce qui est, RGPD, respect de l'anonymisation des données et cetera, hébergement des données et tu vois, aller sur des clouds comme, Scaleway, OVH qui sont des clouds, français/européens, c'est méga important parce qu'en fait, ça va vraiment être une problématique dans toutes les boîtes, qui est aujourd'hui qui est pas encore beaucoup adressée, mais qui va de plus en plus être adressée. Et après pour, la petite question sur les maths, hem, j'en ai fait pas mal moi dans les études et je différencie un peu les maths, ce que je vais appeler les stats. En gros, les maths, tu vois, pour moi, je vois ça comme intégrale double, intégrale triple et cetera. Franchement, aujourd'hui, si tu me demandes de calculer ça, je ne saurais pas en refaire une. Clairement, j'aurais besoin d'IA pour m'y remettre. Par contre, des bases de stats, pour moi, c'est méga important et tu es obligé d'aimer un peu les stats et d'avoir des bases de stats. Alors, c'est pas des bases poussées, mais tu vois, savoir ce que c'est une médiane, pourquoi tu vas plus utiliser une médiane qu'une moyenne et bah, déjà, c'est des questions sur lesquelles, bah, voilà, il faut savoir répondre. Et typiquement, on va te demander beaucoup, je trouve, dans le métier de data analyst et c'est un peu ça qui va les différencier aussi, d'être bon en stats, c'est-à-dire, d'analyser le présent et côté data scientist, on va plus te demander, une vision proba. C'est-à-dire qu'on va te demander de comprendre ce que c'est les probas, comment ça marche et cetera, parce que tu vas créer des modèles probabilistes. Voilà un peu le résumé et après aussi, attends, un dernier hard skills et pour moi qui est méga important quand vous vous lancez dans le métier et qu'il faut vraiment pas, lésiner là-dessus, c'est tout ce qui est, suivi de version de code. Je pense que quand on se reconvertit, un gros bloc qui est dur à maîtriser, c'est Git, GitHub, qui est très difficile à comprendre, mais pour moi qui est méga important, à comprendre. Alors après, en gros, si tu apportes, nous, on a fait pas mal de recrutement là récemment et en gros, il y a des data analysts, c'est pas grave, s'ils savent pas ce que c'est GitHub parce qu'en fait, ils apportent toute une composante métier. Typiquement, aujourd'hui, nous, on a pris une, brand manager, chez nous, parce qu'en fait, elle nous apporte toute la compétence métier marketing que nous, on n'a pas. Donc c'est pas grave si elle sait pas faire de GitHub. Mais globalement, dans tous les métiers de la data, je dirais que c'est important, de maîtriser Git et GitHub. Alors après GitLab, si jamais, mais bon. Très clair. Et
effectivement, au niveau de l'apprentissage des stats et de l'apprentissage des maths, c'est peut-être que Thomas, tu vas pouvoir en parler aussi parce que pour le coup, toi, tu en as pas mal fait dans ta formation chez Jeddah, mais l'approche aussi qu'on a chez Jeddah, bah, c'est de changer de l'approche qu'on a pu avoir quand on était au lycée, qu'on a pu avoir dans nos études supérieures, pour même si à la base ça vous faisait un peu peur, de d'oser y aller et de rendre ça un peu moins intimidant et surtout beaucoup plus pratique. Donc, vu que c'est plus pratique, on comprend mieux à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Ouais, je peux juste rebondir là-dessus parce que je voudrais juste rassurer tous les gens qui étaient dans mon cas quand j'étais étudiant. Moi, j'ai eu un bac avec 3 au bac de maths. Donc, effectivement, j'étais vraiment pas le bon client. J'aimais pas les maths, j'étais vraiment pas dedans. Mais je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose à prendre en considération, c'est que les maths qu'on voit quand on était à l'école, donc considérons jusqu'au lycée, disons, et ceux qui ont essayé de les fuir en allant en école de commerce ou autre pour essayer de fuir un peu les maths, c'est complètement différent quand on l'applique à un métier concret et à des vrais sujets. Les problèmes de maths qu'on avait dans le livre de maths en première, c'est pas ça les maths, qu'on utilisera au travail directement, j'ai envie de dire. C'est ça forme à la logique et cetera. Ça, je dirais jamais le contraire et je pense que je suis passé à côté de 2 ou 3 trucs là-dessus. Mais je pense que moi, par exemple, comme tu as mentionné, ce que j'ai pu faire avec Jeddah ou j'ai pu faire aussi des petites sessions, de formation, on va dire, un peu accélérée sur, de la stat et de la proba. C'est quand même beaucoup plus, alors facile, je vais mettre quand même des petites guillemets autour parce que c'est pas non plus, heu, la chose la plus facile à prendre en main. Mais je pense que quand on arrive à l'appliquer à un métier, à des cas concrets et que c'est quelque chose qui commence à devenir réel, je pense qu'on s'en intéresse beaucoup plus et que du coup, c'est quand même beaucoup plus facile à assimiler et à comprendre pour les gens. Donc si des fois, dans ceux qui nous regardent, on a aussi d'autres gens qui étaient comme moi avec des très mauvaises notes en maths et effrayés des LN, de E et cetera, n'ayez pas peur, normalement, si vous arrivez à avoir quelque chose de plus concret derrière et que vous en approchez avec une approche métier, vous allez quand même trouver beaucoup plus d'intérêt, ce sera beaucoup plus facile à assimiler et à comprendre. Alors j'ai une dernière question pour vous sur les hard skills. C'est justement avec l'IA générative, vous avez dit: «Je passe beaucoup moins de temps à coder». Mais est-ce que un élève qui se reconvertit dans la data, il doit apprendre à coder aujourd'hui si l'IA va pouvoir le faire pour lui? Antoine, toi qui crées justement énormément les formations chez Jeddah, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Ah, ouais, oui, je suis biaisé, hein, je pense que oui, ça reste toujours fondamental. En fait, c'est pas parce que il y a plusieurs façons de voir le management un peu pareil, hein. Il y a soit les managers qui ne connaissent absolument rien du métier fondamental opérationnel en question, et il y a ceux qui connaissent et qui ont l'expérience et qui du coup savent beaucoup mieux manager. Dans la vraie vie, je suis d'accord que peut-être qu'il y a les managers qui n'ont pas l'expérience opérationnelle peuvent très bien se débrouiller. Autant dans la tech, c'est très compliqué de pas avoir ce fondamental. Donc c'est pas parce que tu vas moins écrire du code toi-même que tu vas pourtant que tu as plus nécessité de savoir comment ça marche. Euh, Mathieu, tout à l'heure, d'ailleurs, a parlé d'un truc assez intéressant, c'était le côté optimiser du code parce que, en fait, deux façons d'écrire deux scripts différents qui font la même chose n'auront pas la même gourmandise en termes de puissance que ça doit utiliser, quoi. Et donc ça, une IA, elle est tellement entraînée sur un paquet de données qu'elle va te pondre un truc très standard qui va pas forcément correspondre à tes process à toi. Donc voilà, donc en fait, il y a plein de choses qui font que il y a la logique du code aussi qui est extrêmement importante à comprendre. Et finalement, d'ailleurs, l'IA au départ dessert presque un peu les nouveaux élèves qui rentrent chez nous. On le voit parce que en fait, ils prennent moins le temps d'essayer de comprendre les logiques fondamentales de code. Et donc, quand je dis la logique, c'est les logiques de boucle, c'est les logiques de conditions, etc., etc. Et en fait, après, ça les dessert parce que du coup, à la fin, ils doivent lire beaucoup plus de code parce que vu qu'il y a plus de gens qui font de l'IA pour créer du code, il y a beaucoup plus de code à lire, quoi. Et donc, en fait, si t'es pas très fluent avec ça dès le départ, tu pars avec un handicap, quoi. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux, quoi. Donc pour moi, ça reste vachement fondamental parce que c'est pas parce qu'on va te le faire pour toi que tu vas pas pouvoir l'optimiser, le reprendre et voir parfois, c'est même justement essayer de trouver le petit truc qui fait que l'IA, ce qu'elle t'a pissé, ça marche bien au global, mais il y a ce petit bout là qui marche pas. Et ça, il faut que tu saches le détecter.
Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je pense que ça reste toujours fondamental et c'est pour ça qu'on le met encore beaucoup, nous, dans les programmes. Ouais, il faut commencer par apprendre à coder pour pouvoir ensuite déléguer ça à une intelligence artificielle. Mathieu, Mmh. tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Yes, carrément. Moi, je trouve que enfin, je suis super aligné avec Antoine. C'est vraiment toujours fondamental, limite d'abord d'apprendre à coder, mais quasiment même sans IA. Vraiment, suivre un programme un peu à l'ancienne, avec un papier et un crayon, enfin, si je dois résumer le niveau technologique, quoi. Pourquoi c'est important? Je prends une vidéo que j'ai vue récemment, là, c'était sur, Micode, où en gros, il t'explique qu'il a été confronté à une situation. En fait, il a pris un freelance. Et en fait, le freelance, il a bossé 4 mois sur un projet et en fait, il accumulait ce qu'on appelle du code spaghetti. Typiquement, l'IA fait beaucoup de code spaghetti. C'est en gros du code qui est, enfin, où, tu fais des features, tu les fais très vite, tu délivres très vite, mais à la fin, quand tu regardes, 6 mois après ce qui s'est passé, bah, en fait, tu as un code où tu peux plus y toucher et à la fin, au bout de 4, 5, 6 mois de projet et bah, il continue de recevoir des demandes d'évolution, d'amélioration, de nouvelles, features et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il pouvait plus toucher à son code parce que c'était trop complexe, c'était trop spaghetti. En gros, il pouvait plus toucher un truc sans faire péter un autre truc et donc du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment éviter, bah, ça va être tous les enjeux des métiers et ça va être là qu'on fait notre travail et c'est d'ailleurs notre plus-value par rapport à l'IA pour garder notre métier finalement, c'est de justement pas faire de ce code, spaghetti. Il prenait aussi enfin pour revenir sur, l'apprentissage, IA quoi, prenez cet exemple aussi de, bah, en fait, notre génération qui n'avons pas eu accès à l'IA quand on a appris le métier de la data, en fait, il prenait la métaphore de commis de cuisine jusqu'à chef de cuisine et ben, en fait, enfin, quand tu es chef de cuisine, en fait, tu es passé par commis, 1er adjoint, j'en sais rien, je connais pas tous les étages, mais tu es passé par plein d'étages et donc tous les postes, tu les connais et tu les maîtrises et en fait, l'IA, quand tu l'as, quand on te donne un Claude, en fait, tu deviens directement chef de cuisine et si tu as toute l'expérience avant de: «OK, bah, je sais comment on coupe des oignons, je sais comment on fait cuire ça, et cetera, et cetera. Et bah, du coup, tu vas pouvoir facilement dire à Claude: «OK, cuis des oignons, fais ça, fais ci». Ça va être très bien fait et il y aura pas de souci. Par contre, si dès le début, tu es chef de cuisine et que tu as fait aucun des postes avant, et bah, du coup, au final, tous tes agents n'arrivent pas à bien interagir entre eux et ce que tu produis à la fin, ça va se voir sur le long terme, quoi. Donc effectivement, moi, je suis méga aligné sur le fait que quand tu t'inscris à un bootcamp, en tout cas, Jeddah, Heu, bah, il faut que tu t'investisses dans le bootcamp. Le but, c'est pas uniquement de faire plein de prompts pour à la fin réussir à avoir un diplôme et cetera. Le but, c'est vraiment d'essayer vraiment de comprendre pour moi, de mettre les mains dans les mains dans le cambouis, vraiment d'apprendre à la dure et au bout de 6 mois, bah, pas de souci, là, on te donne ton agent et puis là, tu deviens, tu as des super pouvoirs, quoi. Très clair. Effectivement, si on veut pouvoir orchestrer plein d'IA différentes, il faut comprendre ce qu'elles font en fait, hein, que ce soit coder ou plein d'autres aspects des métiers de la data. Alors, on va passer à la suite de notre table ronde et on va maintenant parler un peu de carrière et de rémunération. Alors, il y a un cabinet de recrutement de Product Crew qui chaque année fait des enquêtes très détaillées sur les rémunérations dans la tech et je vous ai mis les chiffres des rémunérations dans les métiers de la data quand on est en junior, quand on sort de formation. Pour commencer un peu à discuter hein, de carrière et de rémunération, Antoine, à quelle rémunération on peut s'attendre après une reconversion? Comment ça fonctionne? Bah, écoute, quand on regarde nous et quand on fait nos études d'insertion, on essaie de récolter aussi le salaire qui a été, enfin, qui a été négocié du coup avec, nos alumni. On se retrouve à peu près dans les fourchettes, hein, qu'on voit là, donc données par, de Product Crew. Hem, je dirais que la chose que je pourrais apporter en tout cas sur les salaires, c'est souvent que en fait, quand on est en reconversion, on vient avec en général son background métier. Donc, souvent, j'ai quelqu'un qui va vouloir se reconvertir en data analyst, qui va avoir fait 10 ans avant dans de la finance ou dans du marketing, par exemple. Et donc, en fait, à un moment, quand je prends mes étudiants en coaching carrière, souvent, il y a un peu le sujet de bon, bah, ok, je me place comment niveau rémunération face aux recruteurs, je le négocie comment, etc., etc. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu une espèce de balance à trouver. C'est-à-dire que évidemment, quelqu'un qui a un background, de 10 ans avant dans ce que j'appellerais du métier, donc dans son expérience, ça vaut pas zéro.
Mais évidemment, plus le métier, l'expérience métier initiale est éloignée du job visé, moins cette expérience métier a de la valeur, ou en tout cas plus cette expérience métier doit être un peu discountée par rapport à au nouveau métier visé, quoi. Donc c'est vrai que par exemple, si on passe je reprends l'exemple de marketing à data engineer, à moins d'être dans une boîte effectivement où le produit initial c'est beaucoup de marketing, vous allez avoir plus de mal. Donc par exemple, si on va dans l'entreprise du coup de Mathieu par exemple qui est sur de la compta, l'expérience marketing aura peut-être moins d'intérêt, quoi. En revanche, si vous étiez comptable avant, peut-être que du coup là ça aurait eu un intérêt, ça aurait été valorisable et vous serez peut-être plus dans la fourchette haute de ce qu'on voit là que dans la fourchette basse, quoi. Donc en fait c'est toujours un peu ce truc-là, en tout cas quand on est en reconversion, c'est de se dire d'essayer de contrebalancer entre guillemets ce côté je veux être rémunéré par rapport à mon expérience initiale et je veux changer de métier. Donc voilà, donc on a en fonction un peu aussi des besoins de chacun, des besoins de nos alumni, des besoins personnels, hein. Quand je dis personnel, c'est j'ai une famille à nourrir, j'ai machin, etc., etc. Il y a des choix qui se font. Donc parfois ça peut être, je vais pas tout de suite aller chercher un métier de data scientist parce que c'est un petit peu trop éloigné par rapport à ce que j'ai initialement. Etc., etc. Ou alors c'est au contraire, moi je veux faire le full on, je suis prêt à sacrifier par un peu prendre un pay cut entre guillemets par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, mais pour trouver vraiment le job qui me plaît maintenant. Voilà, c'est des choix, mais il faut savoir que la différence entre effectivement des gens qui sortent d'école post-bac, donc des jeunes versus des gens en reconversion, c'est que il y a ce sujet-là à arbitrer qui est quand même toujours sympa, c'est-à-dire que vous avez quand même ce bagage-là à valoriser à un moment ou à un autre, plus ou moins en fonction de ce que vous cherchez, quoi. Yes. Donc, si je comprends bien, quand on se reconvertit, faut accepter d'avoir un pay cut, mais effectivement, faut aussi, il y a des choses qu'on peut mettre en valeur pour limiter ce pay cut-là et pas forcément repartir tout à fait de niveau de junior là qu'on était en train de regarder. Typiquement, notamment, on sait, hein, tu as pris l'exemple de Doug Conta et d'être en data analyst qui a travaillé dans la compta chez Doug Conta, mais on sait que souvent, quelque chose qui fonctionne bien, c'est quand on va vers la data analyst de valoriser une expérience métier précédente. Mais voilà, il y a des manières d'avoir un trade-off qui est plus favorable. Exactement. Si on s'intéresse maintenant aux évolutions de carrière, parce que c'est quelque chose qui est archi intéressant avec les métiers de la tech et dont les gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là n'ont pas forcément confiance. Mais c'est des milieux où les technos évoluent très vite, les postes évoluent très vite et donc où c'est possible aussi d'évoluer très rapidement. Et on distingue un peu deux types d'évolution toujours, hein. On dit qu'on peut évoluer horizontalement comme on peut évoluer verticalement. Peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment on peut évoluer dans la data et comment tu as vu ça, toi? Parce que toi, tu as près de 6 ans d'expé dans le domaine. Ouais, les deux façons, et en soi, les deux façons peuvent aussi se lier. Moi, personnellement, dans mon point de vue, j'ai d'abord fait, on va dire, l'évolution verticale pour après aller chercher plutôt de l'évolution horizontale. Après, ça dépend aussi des envies de chacun, mais il y a l'évolution, on va dire, entre guillemets, standard que tout le monde a en tête, qui est tu commences data analyst, et si après tu commences à avoir de l'appétence, on va dire, quand on parlait, les outils, si on voit un peu ce qu'on résume, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, les outils sont quand même pas mal liés, les hard skills et les soft skills sont de plus en plus liés, et en fait, c'est une addition de nouvelles compétences pour monter après sur différents postes. Un data analyst peut très rapidement évoluer aussi en data scientist si c'est quelque chose qui l'intéresse. Après, ça nécessite aussi de l'investissement dans différents outils, etc. Moi, je sais que par exemple, j'ai commencé data analyst quand j'étais chez SAS. J'ai évolué après dans le data management, donc on pourrait dire que je suis un petit peu parti sur l'horizontal, mais sur une région qui était plus grande. Après, on m'a fait évoluer en tant que lead monde du data management. Et après, là, j'ai évolué récemment sur un côté moins directement lié sur une fonction métier, mais sur le côté plus système analyste, sur toutes les fonctions métiers, et du coup avoir une vision plus large. Donc en fait, il y a, que ça soit l'évolution verticale ou horizontale, je dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou que l'une a plus d'intérêt que l'autre, soit financière ou autre. Parce qu'après, ça peut aussi ouvrir de nouvelles horizons, de pouvoir aller à, ça se lie aussi au nom spontanément, c'est pas mal de liens au nom, mais c'est que changer des fois aussi de métier, de focus, ça peut permettre aussi de s'ouvrir à de nouveaux projets et par la définition, après, pouvoir chercher à piloter des plus grands projets ou avoir une vision plus managériale si on souhaite manager des humains ou manager des projets. C'est aussi deux
on va dire être leader ou manager, c'est 2 choses qui sont différentes, mais qui peuvent être liées et c'est des visions qui sont complètement différentes. Après, c'est l'avantage que je trouve dans les métiers de la data, c'est qu'on a quand même pas mal de possibilités d'évolution, que ce soit verticale ou horizontale. On peut toucher à beaucoup d'univers différents, ça touche toutes les industries. Donc on peut travailler d'une industrie à l'autre, on peut avoir vraiment des projets qui n'ont rien à voir et après on a une évolution de métier qui permet aussi d'avoir des horizons qui sont complètement différentes. Je pense que mon day to day, comparé par exemple à n'importe qui est ici, est complètement différent, même si on est plusieurs à avoir des métiers liés à la donnée. Clairement. Et il y a effectivement quelque chose qui est assez peu connu, mais c'est que dans les milieux de la tech, on valorise aussi bien l'évolution verticale, donc devenir manager d'une équipe, que ce qu'on appelle un contributeur individuel, qui est un expert dans son domaine. Donc, on peut vraiment avoir des très bons niveaux aussi de rémunération en étant contributeur individuel et donc vraiment expert d'une techno au sein de son entreprise. Alors, le temps presse, donc on va avancer sur la dernière partie de ce workshop qui est comment concrétiser ce projet si votre projet c'est de se reconvertir dans la data. Et donc, ce qui est très chouette ce soir, c'est que donc Antoine, toi, tu es venu à la data, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tu vas sûrement nous en parler après, mais tu es venu à la data après avoir fait des études en école de commerce. Thomas, c'est la même chose, tu nous as dit que tu avais fait du marketing digital en BTS auparavant. Donc justement, je pense que vous allez pouvoir nous donner des conseils très pertinents sur comment est-ce qu'on peut se reconvertir vers la data. Et alors, pour commencer, je voulais vous demander un peu, Thomas, Mathieu, vous qui êtes passés par des formations chez Jeddah, quels conseils vous donnerez à des personnes qui veulent se reconvertir vers la data? Je peux commencer si tu veux. Je pense que alors je vais prendre l'exemple de Jeddah parce que c'est celui que je connais. Non pas que je suis un fan publicitaire pour vous, mais c'est l'exemple que je connais le mieux, on va dire, et je connais pas trop de concurrents. Mais si on cherche vraiment à se reconvertir, déjà, je pense pas, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a de mauvais ou de bons profils. On n'a pas un background qui permet mieux de le faire ou pas. Moi, dans ma formation, j'étais dans les premiers. Mon ami, il y avait un boulanger, pour vous dire à quel point le background était quand même différent. Mais après, il faut trouver aussi, en lien avec, on parlait des pay cuts, etc., c'est en fonction du rythme de vie actuel qu'on a et les potentiels sacrifices qu'on est prêt aussi à accepter, c'est de moduler la formation qu'on peut prendre ou la façon dont on va apprendre. Il y a des formations qui sont 100% en ligne, d'autres qui seront en physique, il y en a qui seront au cours du soir, d'autres, ça sera de l'intensif sur plusieurs semaines. Donc, je pense qu'il faut déjà essayer de comprendre où est-ce qu'on veut aller. On a parlé un peu des différents métiers qui sont disponibles dans la donnée et savoir vers lesquels on cherche à se tourner et d'essayer de comprendre en fait quels sont les axes sur lesquels on a besoin de se développer pour y avoir accès. Et après, c'est de trouver la formation et la façon la plus simple et qui nous correspond le mieux pour pouvoir y accéder. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Yes, bah, carrément, je fais un peu de pub également, non, mais en gros, moi, je pense que la première étape, c'est vraiment de passer par une sorte de bootcamp. Pourquoi? Parce que tu vas être avec des professionnels de la data, donc ça va te mettre un peu dans un écosystème au début, qui va te permettre de comprendre, c'est quoi ce milieu et ce qu'on en attend. Et après, une fois que tu as fini ton bootcamp, le but pour moi, c'est plus d'être curieux. Parce que comme tu l'as dit, en fait, les outils évoluent tout le temps, les technos évoluent et donc du coup, au final, pour chaque techno, quand tu te renseignes bien, par exemple pour DBT, c'est bête, mais DBT, bah, il y a aussi des formations en ligne. Pour GCP, tu vas avoir des formations dédiées, ultra dédiées à certains trucs. Et moi, je trouve qu'en informatique, il y a énormément de ça, c'est-à-dire que une fois que tu es dans cet écosystème data, écosystème informatique, et ben là, c'est à toi d'être curieux et à toi d'aller te former. Même moi, encore aujourd'hui, je continue de me former, sur des outils que je connais moins. Faut voir que voilà, toutes les technos, elles évoluent tout le temps. Heu, Tu restes, à l'écoute de ce qui se passe, et tu continues de te former sur les nouvelles outils, les opportunités que tu as. Par exemple, DBT, c'était un truc dont on ne parlait pas il y a, bon, j'exagère peut-être, mais il y a 5 ans, personne n'en parlait. Moi, je pense que dans 10 ans, ça a complètement révolutionné le marché et tout le monde utilise ça, tu vois? Très clair. Et donc, Antoine, pour conclure un peu, toi qui as aussi, tu parlais un peu des coachings carrière, hein, donc tu as aussi accompagné individuellement beaucoup d'élèves en plus d'avoir créé de nombreux programmes chez Jeddah. Euh, Comment tu t'y prendrais pour te reconvertir dans la data?
Bah, je pense que déjà, effectivement, c'est une question de curiosité et de motivation dès le départ, en fait. Je pense que le premier truc pour moi, avant de se poser la question des bootcamps, lequel, ou d'autres choses, d'autres formations, c'est effectivement déjà, si vous êtes là à regarder par exemple ce workshop, c'est déjà un premier élément de motivation, c'est-à-dire d'essayer de se plonger un petit peu dans le domaine, de mettre un peu les orteils dans la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà de cultiver cette curiosité. Et une fois que vous avez un peu cette curiosité, que vous voyez à peu près les métiers où vous avez un peu, où vous voulez aller, etc., etc., là, à ce moment-là, se pose la question de quel type de formation. Moi, en toute transparence, j'ai pas fait de bootcamp, etc., etc. Moi, je me suis formé sur YouTube. J'ai tout fait tout seul. Ça a été très dur. Et je peux vous dire que moi, ce que j'en retire, c'était que je me souviens d'avoir un peu cette sensation être plongé dans un océan de connaissances et de devoir se démerder pour justement trouver un peu son îlot, quoi. Mais ça m'a convenu aussi d'une certaine manière. Il n'y avait pas de bootcamp à ce moment-là, en tout cas en IA. Aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces bootcamps. Moi, c'est que je trouvais que la barrière à l'entrée, justement, pour rentrer dans le monde de la tech, elle est assez lourde. Mais une fois qu'on a passé cette barrière, qu'on l'a franchie, bah, il y a beaucoup d'opportunités qui se font. Bah, là, vous voyez avec Mathieu et Thomas, enfin, c'est des évolutions qui sont très chouettes. C'est des métiers qui sont presque des métiers passion enfin, je veux dire presque, c'est des métiers passion pour presque tout le monde, je veux dire. Donc voilà. Euh, et donc une fois que vous avez décidé de passer le pas, c'est un peu sur ça qu'il faut capitaliser, c'est sur cette motivation parce que ça va devoir vous suivre. Parce que, encore une fois, cette barrière à l'entrée, pour entrer sur ce marché qui est de la tech, c'est sur la connaissance et sur comprendre un peu l'environnement technologique, quoi. Et ça, au départ, c'est une certaine adaptation. Ça va être plein de choses nouvelles, comme quand vous apprenez une nouvelle langue, quoi. Il y a toute une culture qui va avec, quoi. Donc, gardez cette curiosité, gardez cette motivation, c'est ce qui va vous emmener très, très loin. Ensuite, ce qui va en suivre, c'est de pas trop se poser de questions. Je vois encore trop d'élèves, moi, qui se posent 30 000 questions trop tout de suite. C'est-à-dire, ils font 3 jours de bootcamp et ça y est, d'un coup, il y a eu beaucoup de notions. Donc, ils se disent, oh là là, je vais pas y arriver, je sais pas. En fait, il y a des moments où vous avez le droit de vous poser des questions. Puis il y a des moments, une fois que vous avez choisi de faire ce truc-là, d'avancer pas à pas, quoi. Et de pas forcément regarder tout de suite le sommet de la montagne quand on est au pied, quoi. C'est juste de se dire, OK, je fais 100 mètres, puis 100 mètres, et puis 100 mètres, et puis 100 mètres. Et à la fin, en fait, vous allez vous retrouver en haut de la montagne. Voilà. Et après, je pense qu'il y a tout. Donc, ça, c'est tout le pendant, je dirais. Et tout l'après, c'est effectivement la partie concrétisation de la reconversion. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre diplôme, que vous êtes formé, etc., etc., bah, c'est de garder de l'énergie aussi et de savoir qu'il y aura une partie aussi de recherche de job, notamment pour ceux qui veulent se reconvertir, hein. Quand je parle, il y a aussi beaucoup de gens chez nous maintenant qui aussi veulent monter en compétences et qui ont un peu, je dirais, voudraient ramener ces nouvelles compétences à la maison dans le job dans lequel ils ont. Mais pour ceux qui veulent se reconvertir, il y a une partie aussi de recherche d'emploi, quoi, et de ce nouveau job. Et donc, ce temps-là à prendre, cette motivation aussi à garder, parce que souvent, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a le diplôme, on est hyper content et on se dit, ah, vas-y, demain, je vais être recruté. C'est vrai pour une partie des gens, je dis pas, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et que du coup, il y a cette partie-là aussi à garder en tête. Moi, j'ai fait beaucoup de coaching carrière, donc je le vois aussi qu'il y a toujours un peu du retravail sur le CV, du retravail sur la posture. Quand je dis la posture, c'est pas comment vous vous tenez sur votre chaise, mais de comment vous vous présentez, quoi. Voilà, il y a toute cette partie-là aussi, je dirais, qui est importante, et que je ne peux que conseiller en fait à ce moment-là, à la différence de moi qui était tout seul pour chercher un peu ce job, c'est que les écoles, que ce soit la nôtre ou d'autres, mais on est là aussi pour vous accompagner sur cette partie-là qui peut être vachement rassurante, quoi. Yes. Et effectivement, tu le disais, et vu que le workshop touchant, la table ronde touche un peu à sa fin, on va parler un peu plus concrètement des formations qu'on propose chez Jeddah. Mais toi, ta volonté de créer Jeddah, ça venait vraiment de cette idée de se dire, en fait, pour se reconvertir efficacement, il faut avoir des parcours qui soient balisés pour pouvoir aller vite et justement pas tâtonner entre toutes les formations disponibles sur Udemy, sur YouTube. Et alors, justement, on a parlé de 5 grands métiers aujourd'hui. C'est quoi les parcours qu'on propose chez Jeddah pour se former à ces métiers-là? Ouais.
Alors, bah, du coup, la façon dont j'ai pensé les programmes pour le coup, c'était de séparer en fait l'IA de la data. Euh, Parce qu'en fait, quand vous regardez, effectivement, les métiers enfin, les domaines s'entrecroisent évidemment parce que c'est les mêmes. Il y a des compétences qui sont similaires et qui se retrouvent dans les deux domaines. En revanche, il y a des compétences qui commencent aussi à complètement diverger. Et notamment dans tout ce qui est construction d'algorithmes d'IA générative pour la partie intelligence artificielle, et je dirais toute la partie structuration de l'infrastructure data, quoi, qui commence, on va dire, à diverger dans le sens où on veut, je dirais, spécialiser vachement chacun de nos élèves sur l'un ou l'autre des domaines, parce que du coup, c'est ce qui va aussi les rendre beaucoup plus employables. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait des parcours donc comme vous voyez, par domaine. Donc il y a d'un côté, data de l'autre, mais qui après ont des niveaux. Donc le niveau 1, c'est le niveau Essentials, qui va vous permettre de découvrir le domaine dans son entièreté. Le niveau Full Stack, c'est le niveau qui est professionnalisant, c'est-à-dire le minimum de compétences qui va vous rendre employable. Et le niveau Lead, c'est le niveau état de l'art des compétences à aujourd'hui, quoi. Euh, et c'est vrai que donc ces deux domaines-là aujourd'hui ont leur spécificité dans les éléments que j'ai donnés. Donc c'est pour ça qu'on les a séparés. Et donc du coup, si on doit les rattacher à des métiers, donc tout ce qui est les métiers de machine learning engineer, de AI engineer, de data scientist, effectivement, ça va être plutôt du côté IA. Et les métiers de data, donc tout ce qui est data analyst, analytics engineer, data engineer, vont être plus du côté data. Donc en fonction, du coup, vous pourrez choisir l'un ou l'autre des programmes. Certains font les deux, mais vous pouvez déjà démarrer par un, quoi. Et voilà. Et donc c'est un peu comme ça que c'est pensé. Comme ça, vous avez des parcours qui sont, comme disait Benoît, effectivement, qui sont balisés, dans le sens où j'aime bien dire que moi, les programmes, quand je les ai écrits, c'est pas des pièces de théâtre, c'est plutôt des films, dans le sens où il n'y a pas franchement de place à l'impro. C'est-à-dire que c'est toujours, vous voyez toujours, chacun des élèves voit toujours à peu près la même chose. Le prof est là effectivement pour apporter son expérience, mais en termes de contenu et de façon dont vous progressez, c'est toujours la même façon de faire, quoi. Ce qui permet de nous assurer effectivement que chaque minute dans le bootcamp n'est pas gâchée, quoi. Que chacun peut monter bien en compétences selon toute l'expertise que nous on a accumulée au fur et à mesure des années, quoi. Yes, et donc effectivement, très concrètement, si vous êtes intéressé par ces formations et que vous voulez aller plus loin, on vous a un peu récapitulé ça sur cette slide, mais vous avez plusieurs possibilités, euh, notamment de participer à nos soirées portes ouvertes qui ont lieu tous les jeudis à 18h, mais surtout, je pense que le plus pertinent, c'est que vous preniez rendez-vous avec notre équipe d'admission, parce que comme on le disait un peu plus tôt, c'est une équipe qui discute avec des centaines de personnes par an et qui accompagne des centaines d'élèves par an dans leurs projets de formation et de reconversion. Et donc, ils sauront vraiment vous guider vers la bonne famille de métiers, vous guider vers les bonnes formations et vous guider vers les bons financements. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Eh bien, on arrive à la fin de cette table ronde. Je vous remercie énormément tous les trois parce que c'était très intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci Benoît. beaucoup.